Alors déjà, je tiens à dire que je suis très content parce que je pense on n'est pas loin d'avoir atteint le record du nombre de personnes présentes pour cette présentation, parce que ça fait depuis le début de la semaine que je présente Gyros par webinaire, et jusqu'à présent c'était SoGames qui détenait le record avec 30 personnes, et je crois que on les a peut-être battus, en tout cas on n'en est pas loin, donc bravo. Donc voilà, merci d'être venu. Je suis là ce soir pour vous présenter donc Gyros, qui est notre outil de calcul d'empreinte environnementale dédié à la filière du jeu vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu déjà d'où vient le projet, pourquoi on a créé cet outil. Ensuite je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, vous faire une petite démonstration, et puis j'enchaînerai à la fin avec quelques chiffres pour vous donner 2-3 indications un petit spoiler, un petit avant-goût de ce qu'on peut faire avec Gyros. Donc déjà, un petit peu de contexte pour vous expliquer d'où est née l'idée et pourquoi on a décidé de faire un calculateur d'empreinte environnementale. Donc le contexte, alors il y a le contexte très global évidemment du réchauffement climatique qui nous concerne tous et qui fait que voilà, tout le monde doit faire sa part d'une façon ou d'une autre, toutes les filières, toutes les branches. Après, il y a un contexte un peu plus prosaïque qui est un contexte réglementaire. Si vous regardez là, vous pouvez voir que déjà il y a des réglementations qui vont vous concerner très très bientôt, quelque chose qui s'appelle le plan action du CNC. En fait, le CNC est en train de mettre en place une éco-conditionnalité des aides. Ils ont déjà commencé sur tout ce qui est audiovisuel. En fait, le CNC a pris le parti de demander à chaque filière qui dépendent de lui pour les aides, de créer des outils de calcul et de leur fournir un bilan carbone prévisionnel de chaque projet pour chaque demande d'aide. Et ensuite, à la fin du projet, ils vont demander un deuxième bilan carbone pour débloquer le reste des aides pour faire un comparatif entre le prévisionnel et l'effectif. Donc, pour l'instant, depuis début mars, il y a 2 outils qui ont été homologués pour le cinéma et la télé. Il y a un outil qui est en train d'être créé pour l'animation, et donc il y a Gyros qui arrive pour le jeu vidéo. Voilà, donc pour l'instant, au niveau du cinéma, ils n'ont pas encore d'obligation. Ils ont quelques mois de période de grâce. Où on leur conseille d'utiliser de faire le calcul pour déposer une demande d'aide, mais à partir de janvier 2024, ça va être le coup près, ça va être obligatoire pour tous les projets. Pour le jeu vidéo, ça va s'appliquer pour les aides FAJV, juste l'aide à la prod et l'aide à la pré-prod, et ça va prendre un peu plus de temps parce qu'évidemment il faut d'abord homologuer l'outil, ce qui devrait arriver normalement fin d'été prochain, et ensuite de même il y aura quelques mois de tranquillité, et début 2025 vous aurez à fournir un bilan carbone pour demander des aides. Si on regarde on s'éloigne un peu, on regarde de façon un peu plus globale, on a quelque chose d'autre qui peut vous concerner, qui s'appelle le décret tertiaire. Alors je ne sais pas, est-ce que vous levez la main si vous avez déjà entendu parler du décret tertiaire? Voilà, donc il n'y a pas grand monde qui connaît, pourtant peut-être que vous êtes concerné. Le décret tertiaire, c'est quelque chose qui est en place depuis 2022, qui s'adresse à tous les bâtiments tertiaires. Donc c'est aussi bien les centres commerciaux, les supermarchés, les cinémas, les patinoires, les musées, mais aussi les immeubles de bureaux. Donc tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont concernés. Et en fait, ils ont une obligation d'abord de déclaration, c'est-à-dire il y a une plateforme qui a été créée par l'ADEME qui s'appelle Opérat, sur laquelle annuellement vous devez déclarer vos consommations d'énergie, électricité, gaz, fuel, etc. Et il va y avoir des obligations de réduction. Vous allez devoir déclarer une année de référence, et en fait en 2030 vous aurez une obligation d'avoir réduit vos consommations par rapport à cette année de référence de 40%. En 2040, ça sera 50%, et en 2050, ça sera 60%. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais moi je n'ai pas de bâtiment de plus de 1000 m², mais sauf que si vous êtes dans un bâtiment de bureau qui fait plus de 1000 m², que vous louez juste un petit morceau, vous êtes concerné. Ça concerne à la fois les propriétaires et les locataires, c'est-à-dire qu'en 2030, 2040, 2050, quand il y aura des amendes, ça va tomber à la fois sur le proprio et sur le locataire. Donc
Je vous conseille de vérifier auprès de vos propriétaires du bâtiment où vous vous trouvez s'ils ont bien fait les déclarations, et c'est intéressant aussi de savoir ce qu'ils ont déclaré pour vous. Voilà. Si on prend un point de vue encore plus global, il y a la CSRD européenne. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui vraiment s'applique aux très gros. Donc toutes les entreprises qui dépassent 2 de ces seuils sur les 3, donc plus de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de bilan, elles ont une obligation de reporting. Donc elles doivent faire un reporting annuel au niveau RSE, donc que ce soit environnemental, mais aussi diversité, parité, etc. Donc par exemple, Ubisoft fait son bilan annuel et ils ont un gros dossier tous les ans où ils reportent ce genre de choses. Donc pour l'instant c'est que les gros, mais à partir du 1er janvier 2024, ça va être étendu à toutes les sociétés cotées sur les marchés réglementés européens. Donc ça commence à s'étendre, ça va certainement continuer dans le futur. Petit point à noter aussi au niveau national, en ce moment, les députés au Parlement sont en train d'étudier le PLF, donc la loi de financement, et les députés ont déposé énormément d'amendements qui vont dans le sens de plus de demandes aux entreprises, notamment étendre les demandes de bilan carbone. Par exemple, il y a quelqu'un de la BPI, par exemple, pour demander des aides gouvernementales ou des aides à la BPI. Il y a des amendements qui sont déposés en ce sens-là. On ne sait pas s'ils vont rester, évidemment, mais il y en a tellement qu'il y a quand même de fortes probabilités que certains restent et soient appelés à être appliqués rapidement. Donc voilà, en fait il y a beaucoup de pression externe, donc vous allez avoir même si vous êtes un petit acteur d'une petite entreprise, vous allez avoir forcément à un moment ou à un autre des pressions des investisseurs, des acteurs financiers, des banques qui vont potentiellement vous demander c'est quoi votre empreinte carbone, et commencer à réfléchir dans ces termes-là. L'autre risque que vous pouvez avoir aussi, c'est que par exemple vous allez voir un éditeur. Cet éditeur, il est soumis à la CSRD européenne parce que lui, il est assez gros. Et puis, du coup, il a des obligations de reporting. Puis, il va commencer à se dire, ok, moi, je veux bien éditer votre jeu, mais il va falloir commencer à me fournir des données de bilan carbone, etc., pour voir l'impact de mon côté. Donc voilà, même si vous considérez que pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas dans un futur assez proche. Donc pour continuer un peu sur le contexte, comme on dit, il y a des impositions légales qui commencent à arriver, notamment, la plus pressante, c'est cette demande du CNC, qui demande un outil homologué pour pouvoir produire des bilans carbone pour les demandes d'aide, sauf que des outils de mesure dédiés, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment dans le jeu vidéo. Il y en a un qui existe en Finlande, qui est un petit peu limité, qui ne répond pas complètement au genre de demande dont on a besoin. Il y a des outils qui existent. Alors on peut payer des prestataires, il y a des outils payants, il y a des outils génériques comme l'outil de l'ADEME pour calculer son bilan carbone. Sauf que comme je viens de le dire, ce sont des outils génériques, c'est-à-dire c'est des outils qui s'appliquent vraiment à toutes les entreprises dans leur globalité. Donc il y a des champs dedans qui ne concernent pas forcément le jeu vidéo, donc c'est touffu, c'est compliqué de s'y retrouver. Et puis sur les points vraiment importants pour une entreprise de jeux vidéo, ça ne va pas être assez précis. Donc il n'y a pas vraiment d'outils qui existent spécifiques pour la filière. Après, vous avez l'option d'aller voir quelqu'un et de leur demander de vous faire vos bilans carbone. Évidemment, c'est ce que les gros font. Le problème, c'est que ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un cabinet d'experts pour faire son bilan carbone. Donc voilà, il y avait vraiment, le constat c'est qu'il y avait vraiment une nécessité d'agir, de commencer à faire quelque chose. D'abord, évidemment parce que, encore une fois, il faut que tout le monde se mette en ordre de marche, quel que soit le type d'industrie, quel que soit le type d'entreprise. L'urgence commence vraiment à être là, vous avez qu'à regarder les températures dehors en ce moment, on est en plein mois d'octobre, il fait des températures estivales. Donc voilà, tout le monde doit faire sa transition, marche plus ou moins forcée. Donc voilà, il faut se mettre aussi en conformité légale, donc il y a cette histoire d'éco-conditionnalité des aides du CNC, donc de toute façon, même si potentiellement ça ne vous intéresse pas forcément de sauver la planète ou quoi que ce soit, vous allez quand même devoir faire quelque chose malheureusement.
Et aussi, le but, c'est d'anticiper l'avenir de l'industrie, parce que si on ne fait rien, on risque encore une fois d'être pointé du doigt ou ce genre de choses. Donc, alors que montrer qu'on prend les devants, on se met en ordre de marche en termes vraiment d'industrie, de filière, ça permet aussi d'avoir quand même une assez bonne publicité, il faut bien l'avouer. Donc du coup, on a une proposition, et cette proposition s'appelle Gyros. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire quand on a décidé de faire Gyros? Déjà, on a décidé de travailler en filière. Ce qui est quand même assez exceptionnel, parce qu'on a quand même réussi à réunir toutes les associations régionales de France, le SNJV, le CEL, et créer un consortium national pour porter ce projet. Ça, c'est quand même assez inédit. Hein. Il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça. Je ne sais même pas s'il existe une seule filière qui arrive à faire ce genre de choses. Donc voilà, le but, c'était vraiment de porter ce projet en tant que filière. D'aller voir le gouvernement dans le cadre du plan France 2030, de déposer un projet pour porter tout ça, un projet qui a été justement accepté, donc qui est financé en grande partie par le gouvernement français, et voilà, de travailler en filière pour développer un outil qui soit vraiment spécifique à la filière, qui soit adapté à la filière. Pour s'assurer que ce soit adapté, on s'est dit ok, il faut qu'on le fasse tester par des gens qui travaillent dans le milieu. Donc on est allé faire un petit appel, on est allé voir toutes les assos, on leur a dit on a besoin de studios pilotes, d'entreprises pilotes pour tester notre outil, nous faire des retours, qu'on ait un outil le plus adapté possible. On voulait en prendre une vingtaine, au final on a eu plus de 40 réponses, on a dû faire du tri, pousser un peu les murs, et on a recruté entre guillemets 27 studios qui ont travaillé avec nous pour vraiment rendre l'outil le plus accessible possible. On est allé aussi toquer à la porte d'autres entreprises pour essayer, parce que quand on fait un outil de calcul d'empreinte carbone, les données, c'est le nerf de la guerre. Savoir calculer correctement, c'est ce qui importe. Donc on est allé voir si on avait d'autres acteurs qui pouvaient nous aider, nous fournir des données. Donc on a par exemple l'entreprise Games Planet, qui fait partie aussi des studios pilotes, qui nous a fourni des données, notamment sur l'impact des machines des joueurs. On a la société GameStream, qui est spécialisée dans le cloud, qui est venue nous fournir aussi des données pour calculer l'impact du cloud. Ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est un outil qui soit le plus complet possible. Donc, vu qu'on n'est pas des experts en calcul de bilan carbone ou environnemental, on est allé chercher des experts. On est allé chercher l'entreprise iCare, qui est une entreprise de prestation qui travaille sur ces sujets-là, les bilans de gaz à effet de serre, les analyses de cycle de vie. Et on les a choisis aussi parce qu'ils avaient déjà travaillé dans le domaine. Ils ont travaillé notamment sur un rapport pour l'ADEME sur l'impact des services numériques dans la culture. Donc, même si ce n'était pas spécifique aux jeux vidéo, ils connaissaient déjà un peu le secteur de la culture et le numérique évidemment. Donc c'était vraiment un choix assez simple à faire. Ce qu'on a voulu, c'est un outil complet aussi, c'est-à-dire, oui, on veut un outil qui réponde aux demandes du CNC pour faire vos dépôts d'aide, mais aussi on veut un outil qui aille plus loin que ça. On veut un outil qui soit là pour vous aider justement à faire le bilan carbone de votre entreprise en entier, parce que la partie CNC, c'est vraiment la partie production, c'est une toute petite partie, alors que le bilan carbone, c'est vraiment l'entièreté de l'entreprise. Donc on a voulu vraiment proposer un outil qui puisse faire ça, et notamment qui couvre l'intégralité de l'empreinte carbone d'un studio, c'est-à-dire jusqu'à l'utilisation des jeux par les joueurs, ce qui est vraiment la partie inédite de notre outil. Et comme on ne voulait pas s'arrêter là, on s'est dit, oui, ok, il y a le changement climatique, c'est un gros problème, mais malheureusement, il y a d'autres soucis au niveau environnemental, donc ok, on va pas se voiler la face, on va pas faire la politique de l'autruche, on va aller regarder d'autres impacts. Donc on est allé inclure d'autres indicateurs environnementaux qui nous semblaient pertinents dans l'outil. Donc au final, on a 4 sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, mais voilà, comme ça vous aurez un panorama plus complet que juste l'empreinte carbone. Et enfin, on a voulu vraiment faire un outil qui soit accessible, donc déjà qui soit gratuit. Parce que comme on le disait au début, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un cabinet ou un expert ou quoi que ce soit, ou voire même d'aller payer un abonnement à un SaaS pour faire son calcul d'empreinte carbone. Donc voilà, l'outil est gratuit.
On a voulu un outil qui soit vraiment adapté pour tous les acteurs français de la filière, c'est-à-dire du petit studio de développement de 2 personnes jusqu'à l'éditeur de 300 personnes, etc. Donc vraiment que tout le monde puisse l'utiliser, tous les supports, etc. Et enfin, un outil qui soit utilisable par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse comprendre. Parce que voilà, faire son bilan carbone, des fois il y a des termes un peu compliqués, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre dedans. Donc voilà, le but d'avoir des studios pilotes aussi, c'était vraiment d'aller toucher du doigt ce genre de problématiques et qu'ils nous fassent des retours, notamment sur bon ça je comprends pas ce que ça veut dire, est-ce que vous pouvez utiliser des termes plus simples, des termes moins techniques, ou ça c'est pas une donnée que je peux vraiment avoir, mais par contre si vous utilisez cette donnée là, qui est à peu près équivalente, ça je peux l'utiliser. Donc voilà, un outil accessible. Petite photo de nos studios pilotes. Donc comme je le disais, pour vraiment avoir un outil le plus accessible possible et utilisable par tout le monde, on s'est dit il faut des studios qui soient vraiment représentatifs de toute la filière, que ce soit déjà au niveau localisation, donc on a des studios de partout en France. On voulait avoir des studios de toutes les tailles, parce que le jeu vidéo c'est ça aussi, donc on a des tout petits studios comme Novabox ou Gaméléon, qui sont vraiment pas très nombreux. On a des studios de taille intermédiaire comme Old School Games, et puis on a des gros studios comme Amplitude, comme Asobo. Donc vraiment, voilà, toutes les tailles d'entreprise. Et puis évidemment aussi, on a voulu des studios qui représentent aussi toute la diversité des jeux qui peuvent être développés. Donc on a des studios qui font du PC, de la console, du smartphone, des jeux en cloud, des jeux en VR comme Aperture. Voilà, et on a même quelques éditeurs, par exemple de Temu. Donc vraiment, le but c'était, encore une fois, de couvrir le plus large spectre pour avoir un outil qui soit adapté à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Gyros? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour calculer une empreinte carbone d'une entreprise de jeux vidéo? Alors, évidemment, on a tout ce qui est consommation d'énergie, c'est un peu la base. Donc, l'électricité, le gaz, le fuel, etc. pour le chauffage. On a l'essence que vous allez utiliser dans vos voitures de société, si vous en avez. Et puis après, on a tout ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire l'empreinte, le scope indirect, c'est tout ce qu'il y a autour, qui a de l'énergie qui n'est pas consommée directement par l'entreprise. Donc on a par exemple un gros morceau qui est les immobilisations, donc l'impact de vos bâtiments, l'impact des véhicules de société, de leur fabrication, et surtout l'impact de votre parc machine, la fabrication des ordinateurs que vous utilisez dans votre entreprise. On a tout ce qui est déplacement professionnel, qui est un gros morceau pour les entreprises de jeux vidéo. Quand vous auriez des gens sur un salon, par exemple, qui prennent le train ou l'avion, ça ne va pas avoir le même impact, donc ça c'est comptabilisé. On a tout ce qui est achat de produits et de services. Donc ça peut aller de l'achat de goodies, la publicité, le marketing, mais aussi tout ce qui est serveur d'hébergement, etc. Donc toutes les prestations que vous allez payer qui sont en dehors des choses physiques que vous avez à l'intérieur des bureaux. Vous avez tout ce qui est déplacement domicile-travail des salariés, donc comment les gens viennent au bureau, quel transport ils utilisent, transport en commun, voiture, mobilette, vélo, etc. Vous avez les déchets, et surtout, comme je le disais, le gros morceau, c'est l'impact des jeux chez vos joueurs. Donc là aussi, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc on va regarder les jeux sur support physique. Donc voilà, est-ce que c'est un jeu sur cartouche, un jeu sur CD? Quel est l'impact de la fabrication du CD? Quel est l'impact de son transport? Quel est l'impact une fois qu'il est terminé, qu'est-ce qui se passe en fin de vie? On a les jeux évidemment dématérialisés, donc quel est l'impact du téléchargement des jeux, de leur hébergement, les jeux en cloud, quel est l'impact aussi de l'utilisation du réseau et des data centers, etc., etc. Donc vraiment on a essayé d'être le plus complet possible à ce niveau-là aussi. Donc là je vais vous faire une petite démo en live, parce que ça sera plus parlant que juste des visuels. Oups. Donc voilà. Une fois que vous avez passé la magnifique landing page de Tanguy et que vous êtes inscrit sur Gyros, que vous avez créé un compte, vous arrivez sur une interface comme ça avec 3 grosses zones.
Alors sachant que pour l'instant il y en a 3, bientôt il y en aura 4. Il y aura une 4e partie qui sera ce qu'on appelle le module CNC, qui sera là vraiment pour répondre aux demandes du CNC. Elle est encore en cours de développement, elle n'est pas tout à fait finalisée, mais ça devrait arriver normalement dans les jours qui viennent. Donc vous avez vraiment 3 grosses parties. Vous avez la partie rapport annuel, qui va vous montrer votre impact, je reviendrai dessus un peu plus tard. Vous avez une partie locaux et une partie jeu. À chaque fois, le principe c'est le même. En fait, vous allez créer un local ou un jeu, ça va vous créer des cartes. Et derrière ces cartes, il y a des formulaires à remplir. Donc voilà, si je clique sur un local, je vais rentrer quelques petites informations. Et ensuite, je vais cliquer sur créer le local et ça va me créer une carte comme ça. Et pareil pour les jeux, je vais juste choisir voilà, sur quel support, etc. Et ça va me créer une carte. Quand on rentre dans le détail, derrière, vous avez, ça se présente en 3 zones, grosso modo. Donc vous avez votre bandeau en haut avec vos différents postes d'émission, ça s'appelle, donc les différentes catégories, qui vous permet de vous déplacer facilement dans le formulaire sans avoir à scroller pendant des heures. Vous avez le formulaire dessous dans lequel vous allez rentrer vos données. Et sur la droite, vous avez une section Mon empreinte, où on reprend, comme je vous ai dit, on a mis 4 indicateurs environnementaux, donc ça reprend vos 4 indicateurs. Donc vous avez les émissions de gaz à effet de serre, donc ça c'est votre impact sur le changement climatique. Vous avez l'épuisement des ressources abiotiques naturelles, donc ça en fait en gros c'est tous les matériaux, les minerais, etc. qui sont extraits pour faire fonctionner votre activité, donc par exemple tout le métal, etc. qui est utilisé pour fabriquer votre parc machine. Vous avez la consommation d'énergie primaire, donc là c'est quelle quantité de pétrole, de gaz, de charbon a été utilisé pour faire fonctionner votre entreprise. Et enfin l'épuisement des ressources en eau, donc là c'est assez clair, c'est l'eau, notamment pour faire des microprocesseurs, il faut utiliser énormément d'eau pour fabriquer des ordinateurs. Donc voilà, vous avez ces 4 indicateurs et à chaque fois vous avez 2 nombres. Donc le nombre de gauche, c'est le total sur cet indicateur que vous avez, et le nombre de droite, c'est le total par employé, ce qui peut être pas mal pour pouvoir se comparer d'une année sur l'autre, sachant que ces résultats en fait se mettent à jour automatiquement à chaque fois au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire. Donc vous pouvez voir directement, ok, si je fais ça, tiens, boum, ça fait monter mon impact de temps. Si je fais un autre choix, ok, ça fait un peu moins monter. Et puis si vous allez en bas, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais vous pouvez aller accéder à des résultats complets qui vont vous détailler par grande catégorie, par poste d'émission, les résultats. Alors comme je disais tout à l'heure, on a voulu faire un outil qui soit le plus complet et surtout le plus simple possible à utiliser, donc on a essayé de mettre un maximum d'informations. On a mis des petits bandeaux comme ça avec des explications un peu plus détaillées, des points d'attention sur lesquels il va falloir faire un peu plus attention. On vous a mis plein d'infobulles aussi sur lesquelles cliquer. Si vous ne savez pas, par exemple, un avion moyen courrier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un avion qui fait entre 1000 et 3500 km dans un voyage. Donc, tout de suite, c'est plus clair. Donc voilà, plein de petites infos comme ça. On a essayé de simplifier la vie aussi, par exemple pour la collecte de données, donc sur les déplacements domicile-travail, parce qu'on vous demande juste le total, enfin des pourcentages de déplacement. On vous a fait un fichier Excel que vous pouvez télécharger, remplir, qui vous faire remplir à vos salariés, qui vous donne le total, calcule les pourcentages, et boum, après vous n'avez plus qu'à remplir les cases qui correspondent. Donc on a plusieurs comme ça. Au niveau des jeux, on va y arriver. Hop. Au niveau des jeux, c'est à peu près la même chose, donc même format. La différence, c'est que là, en haut, c'est pas des postes d'émission, c'est par type de support. Donc, par exemple, si je vais cliquer rajouter la mobile, ça me rajoute une section à mon formulaire avec les jeux sur smartphone. Sinon, il est caché. Ça évite aussi d'avoir des formulaires de 5 km de long qui font très très peur. Voilà, donc pareil, un formulaire à remplir avec des consignes pour vous aider à prendre en main. Ce qu'on a fait pour expliquer un petit peu plus, aller un petit peu plus mettre les mains dans le cambouis, sur les jeux PC, on sait très bien que les configurations de PC, il y en a autant que de joueurs.
Donc on n'allait pas, enfin c'était pas possible d'aller chercher, de vous demander d'aller chercher toutes les configurations de PC de vos joueurs. Enfin c'est à moins de mettre des mouchards sur tous les PC, ce qui n'est pas très recommandé. Voilà, donc on s'est basé sur les MSR, donc voilà, en gros la carte d'identité de votre jeu pour calculer l'impact des jeux. On sait que c'est pas exact parce qu'évidemment il y aura des PC enfin, certainement beaucoup de PC qui seront plus impactants que ça, mais c'est ce qu'on a de mieux et en plus ça vous permet aussi plus facilement de faire des comparaisons entre vos jeux, entre vos choix de configuration pour vos jeux. Parce que c'est ça aussi le but, hein. C'est pas forcément d'être exact sur quel est mon impact, mais c'est aussi de voir qu'est-ce que je fais, si je fais tel ou tel choix, quel impact ça va avoir, et voilà, réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour limiter mon impact. Et on a fait pareil sur les smartphones, c'est-à-dire qu'on part des versions d'iOS et d'Android. Donc voilà, plus une version d'iOS ou d'Android est ancienne, plus on considère que les smartphones sur lesquels ça tourne sont anciens et donc l'impact est réduit. Au niveau de l'empreinte sur la droite, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a le total pour le jeu, et à côté, alors c'est pas le total par employé, mais c'est le total par heure de jeu. Encore une fois, le but c'est de vous donner des choses qui puissent vous permettre de faire des comparaisons, parce que votre empreinte totale sur le jeu, ça va dépendre de la plateforme, du PC, enfin de la console ou du PC sur lequel il tourne, ça va dépendre de la durée de vie du jeu, et ça va dépendre du nombre de joueurs que vous avez eu sur une année, parce que l'empreinte carbone, généralement, ça se calcule sur une année. Donc forcément, si vous essayez de comparer deux jeux, il y en a un où il y a 500 personnes qui ont joué et l'autre il y a 5000, forcément l'empreinte totale elle va être complètement différente, mais ça ne va pas vous permettre de comparer, alors que si on fait par heure de jeu, c'est déjà un peu plus simple. Et enfin, si j'arrive à la dernière zone, c'est la zone des rapports. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a un petit graphe qui s'affiche. Alors en fait, c'est celui du dernier rapport que vous avez créé. Voilà, les jeux, les locaux, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Les rapports aussi, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et donc là, par contre, voilà, la petite icône là, c'est sur le dernier rapport que vous avez créé. Sinon, vous pouvez aller sur tous les rapports. Et vous pouvez créer votre rapport. Quand vous créez votre rapport, vous choisissez, vous avez la liste de tous les jeux, tous les locaux que vous avez créés, vous avez coché ceux que vous voulez mettre dedans, et ensuite ça va vous créer un joli rapport. Comme celui-ci par exemple, où j'ai juste un jeu et un local, parce que c'est pour la présentation, et ça vous présente, donc vous avez encore une fois un bandeau tout en haut, cette fois qui reprend les 4 indicateurs dont je parlais avant. Donc pareil, vous pouvez aller directement à l'indicateur qui vous intéresse. Vous avez un total d'émissions et ensuite vous avez la répartition entre les locaux et les jeux que vous avez rentrés. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller cliquer sur la légende et aller voir le détail. Si vous cliquez sur la légende, en fait, c'est la même chose que cliquer sur résultat complet. Donc vous pouvez, si je prends par exemple celui-là, et je vais voir les résultats complets, donc ça se présente de la même façon, vous avez vos 4 indicateurs, et vous pouvez aller voir directement les résultats. Alors les résultats complets, il y a un peu plus de choses. Ce qui est intéressant, c'est, vous avez votre total, vous avez un équivalent qui vous dit, ok, ça fait l'équivalent là ici de 23 vols aller-retour pour la GDC. Et surtout, vous avez une description qui vous explique, ok, c'est quoi cet indicateur, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Alors pour les émissions de gaz à effet de serre, je pense que la plupart des gens maintenant sont à peu près familiers avec ça, mais sur les ressources abiotiques naturelles, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on a mis encore une fois des explications pour essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ça, c'est-à-dire la répartition par poste d'émission. C'est là, généralement c'est là que le plus intéressant, c'est là que vous allez pouvoir voir, ok, c'est là que j'ai le plus gros de mon impact, c'est peut-être là que je vais mettre mes efforts pour réduire mon impact. Et encore une fois, vous pouvez aller sur la légende et aller cliquer. Donc si je vais cliquer sur les immobilisations, hop, ça m'emmène directement au détail sur les immobilisations. Donc là aussi, vous pouvez aller creuser un peu plus loin pour aller voir, ok, c'est bien, mes immobilisations c'est assez gros, mais qu'est-ce que c'est qui crée le plus gros de mon impact? Ah, c'est les équipements utilisateurs. Ensuite, c'est les bâtiments, c'est les véhicules, et puis c'est les équipements R&D. Alors nous, ce qu'on a mis sous équipement R&D, c'est tout ce qui est DevKit, etc. Et puis après, voilà, je peux aller voir, ok, zoom sur les équipements utilisateurs, c'est à côté, ok, dans mon parc machine, qu'est-ce qui a le plus gros impact? Ah, c'est les écrans. Donc voilà, et on peut aller de façon de plus en plus loin, être de plus en plus précis, et vous avez donc la même chose sur tous les postes.
On vous a mis aussi quelques petites idées de pistes d'action, parce que c'est bien joli d'avoir des résultats, des chiffres, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut commencer à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon impact? Donc on vous a mis quelques exemples. Pour l'instant, je vous cache pas, c'est une V1, donc c'est une liste. Déjà, c'est une liste statique, c'est la même pour tout le monde. Dans le futur, on espère bien que ça sera une liste un peu plus dynamique qui s'adaptera à ce que vous avez rentré, ce que le Gyros a repéré comme plus gros impact. C'est une liste aussi assez limitée. Pareil, on a pour ambition de la fournir, de mettre plus de choses. On a un document qui est en préparation par Iker, qui devrait arriver dans les jours qui viennent, qui sera un PDF un peu basique aussi, mais pareil avec un peu plus de liste d'actions détaillées pour pouvoir vous aider. Voilà, après on a les autres indicateurs, et puis si je descends beaucoup plus bas, il faudra qu'on rajoute un truc à cliquer dans le bandeau, ça sera plus simple. Voilà, en bas vous avez des tableaux. Ces tableaux, c'est des tableaux qui sont là pour les entreprises qui souhaitent faire justement des rapports RSE aux normes BGS, donc la norme bilan carbone qui est la norme française, ou aux normes GHG protocole. Donc là vous avez tout le résumé de vos émissions par poste d'émission selon les normes en question. Donc si vous avez besoin de mettre ça dans un rapport, c'est déjà tout fait pour vous. Et il y a la même chose au GHG protocole qui est la norme plus internationale. Donc pareil, les deux sont à peu près équivalentes en termes de ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut calculer. C'est juste que ils ne présentent pas exactement de la même façon. Mais voilà, c'est tout fait pour vous. Donc voilà, ça c'était pour la petite démonstration. Je vais revenir à la présentation. Je vais laisser ça ouvert. Donc la question ensuite, à laquelle je pense avoir déjà en partie répondu, c'est « mais pourquoi donc allons-nous utiliser Gyros ?» Déjà parce que c'est facile, c'est gratuit, il faut en profiter. C'est pas souvent qu'on a un calculateur aussi puissant qui est gratuit, donc voilà. C'est facile à utiliser, c'est clair, les studios pilotes peuvent en témoigner. Bon, je crois pas qu'il y en ait ce soir malheureusement. Ah, voilà, oui. Voilà, Guillaume a dit que c'était facile. Donc vous pouvez nous croire sur parole ou aller parler avec les gens de Skull Games ou de Gameleon, de Tiny Digital Factory, d'Artefacts. J'espère qu'ils vous diront tous la même chose, que c'est facile et clair à utiliser. Parce que c'est complet, comme on l'a dit, on a voulu faire un outil qui s'adapte à vraiment toutes les tailles d'entreprise, toutes les typologies d'entreprise, du petit studio, du petit développeur qui fait ça en 100% télétravail, aux gros éditeurs qui éditent des dizaines de jeux par an. Ça marche pour tous les supports et toutes les machines de jeu. C'est basé sur des standards reconnus, je l'ai dit, on fait du bilan carbone et des GHG protocole, c'est les deux standards qui sont les plus connus, les plus reconnus. On est en train de voir pour se faire certifier justement par l'ABC, l'association bilan carbone, qui atteste de la validité par rapport à la méthode bilan carbone de ce genre d'outil. Et puis c'est surtout un outil comme j'ai dit, c'est une V1. C'est appelé à évoluer. On espère très fortement qu'on aura des retours. Donc, si vous l'utilisez, que vous avez des retours, des idées, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On espère aussi que ce qu'on a prévu de faire aussi, c'est qu'on va être très transparent sur ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, on va vous mettre aussi un document sur la landing page avec toute la méthodologie, tous les facteurs d'impact qui sont utilisés, donc comment les calculs sont faits, et on espère que, par exemple, il y a certains constructeurs qui vont venir nous dire « ouais, le facteur d'impact que vous utilisez pour ma machine, quand même, c'est super gros, c'est pas vraiment ça. » On est preneur de données brutes qu'eux peuvent nous fournir avec des documents, et pour mettre à jour Gyros et vraiment être le plus pertinent, le plus précis possible par rapport à la réalité du terrain. La troisième raison, c'est agir en connaissance de cause. Quand on a lancé le projet, on a fait un petit sondage auprès des entreprises de la filière pour demander quelles étaient un peu les pratiques des entreprises de jeux vidéo. On s'est aperçu pour la plus grande majorité, elles avaient conscience des enjeux, elles avaient commencé à mettre en place des actions, mais elles n'avaient pas fait de bilan carbone. Donc c'est super de mettre en place des actions, c'est génial.
Mais c'est vrai que quand on calcule pas derrière son impact, en fait, déjà on ne sait pas si ce qu'on fait ça sert à quelque chose, ce qui est quand même dommage. On peut pas vraiment en parler parce que, enfin on peut en parler, mais en même temps, pareil, on ne sait pas si ça sert à quelque chose, donc on peut potentiellement vite être accusé de greenwashing ou de faire des trucs qui servent à rien. Là, au moins vous saurez, vous pourrez faire ces calculs et vous pourrez faire les choses en connaissance de cause. Et donc mettre en place des plans de réduction rigoureux, ou dire ok, si tiens c'est marrant, j'en parlais avec Guillaume tout à l'heure qui me disait chez Old School Games on s'est aperçu que les déplacements professionnels ça représentait 25% de notre impact, donc en fait là on a peut-être un levier d'action pas très compliqué à mettre en place, et sans calculer on peut pas forcément se rendre compte de ça. Et puis évidemment, oui, on veut éviter le greenwashing dans sa com, donc si on a des données, si on a des chiffres, c'est toujours plus facile de rester humble et puis de derrière montrer que oui, on a des données, donc on dit pas n'importe quoi. Ça aide aussi en interne, on peut présenter son bilan carbone annuel aux équipes en interne et puis chercher aussi des idées, quoi. Les gens peuvent avoir des bonnes idées de choses à mettre en place, donc c'est toujours utile. Et puis enfin, le but, c'est vraiment de faire progresser toute la filière. On ne va pas se le cacher, nous, ce qui nous intéresse aussi dans le Giros, à plus grande échelle, c'est d'aller récupérer les résultats de vos bilans carbone, et puis de vous faire des statistiques, anonymisées bien sûr, mais vraiment des statistiques de filière pour que tout le monde puisse... parce que l'une des questions qu'on pose le plus souvent, c'est « ouais, mais moi je suis à temps, c'est bien, c'est pas bien ?» On sait qu'on doit réduire, mais à quel point on doit réduire, on est mauvais ou bon, on ne sait pas. Nous on veut vous proposer ce genre de statistiques. Pour l'instant, on ne les a pas, parce que c'est le premier outil, mais à terme, évidemment, qu'on veut proposer ça, on aimerait que, par exemple, dans le baromètre annuel du SNJV, on ait une section là-dessus, et que tous les ans, on puisse dire, ok, on a fait baisser de temps, etc. Donc, comme ça, on pourra aller communiquer aussi vers les gouvernants des efforts conjoints de la filière et dire on s'est pris en main, on a bougé, on a fait tant de baisse d'impact carbone, d'impact environnemental sur cette année, c'est cool. Et puis on veut être aussi aligné avec les recommandations internationales. Donc là, je le redis encore une fois, on a réussi à fédérer tous les acteurs autour de ce projet, dont le CEL. Le CEL, ils ont été super, ils nous ont mis en contact au niveau européen avec Video Games Europe, ils nous ont mis en contact avec Playing for the Planet au niveau de l'ONU, et Playing for the Planet, ils ont fait passer un document qui va sortir dans quelques semaines en avant-première, qui, en gros, c'est un gros rapport qui va vous expliquer comment faire votre bilan carbone au format GHG protocole. Donc on a pu avoir accès à ce document, vérifier que ce qu'on propose dans Giros c'est aligné avec ce document, c'est le cas, spoiler. Et donc c'est super de voir qu'on est déjà aligné avec ce que le reste de l'industrie veut proposer, un format plus global. J'ai quand même quelques chiffres à vous proposer. Je vous ai dit qu'on n'avait pas de statistiques, on en a quelques-unes parce que on avait des studios pilotes qui ont fait les cobayes et qui ont rempli des données pour nous. Alors, au moment où on a fait l'analyse des statistiques, ils n'avaient pas encore tous finalisé leur bilan sur Giros, donc c'est pour ça qu'on n'a pas 27 entreprises étudiées, on n'en a que 15, mais c'est déjà un début. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises qu'on a sur les 15, c'est assez représentatif de ce qu'on a dans la filière, parce qu'on a 4 entreprises entre 1 et 10 salariés, 8 entre 11 et 50 salariés, et 4 de plus de 500 salariés, ce qui est assez représentatif de ce qu'on peut trouver au niveau de la filière. On a 16 locaux étudiés, parce qu'il y avait une entreprise qui en avait 2. Alors ça, ce sont des résultats sur un an, sans compter l'impact des jeux. C'est vraiment juste l'impact de l'entreprise, donc c'est la petite carte locale que vous avez dans Giros. Et donc on a 1550 tonnes de CO2 pour ces 15 entreprises sur un an. Ok, et donc ça nous donne environ 2,7 tonnes de CO2 émises par employé. Donc c'est un début de statistiques. Donc voilà, si vous vous posez la question, moi, quel est mon impact par rapport au reste de la filière? Bon, par rapport à 15 entreprises étudiées, vous pouvez vous regarder où vous êtes par rapport aux 2,7 tonnes par employé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, mon impact, il est où principalement? Sans grosse surprise, le plus gros de l'impact, il est sur le parc machine, sur l'informatique. Donc tout ce qui est immobilisation en particulier, là, il y a une grosse partie, c'est le parc machine.
Les achats informatiques, bon, bah, c'est de l'informatique. Les achats de produits et services, il y a aussi une grosse partie, comme je disais, il y a tout ce qui est hébergement, serveur, etc. Donc vraiment, bah, je pense qu'il y a bien la moitié qui correspond à l'informatique, ce qui n'est pas trop une surprise pour une entreprise de jeux vidéo. Ensuite, on a les déplacements professionnels, qui n'est pas non plus une très très grosse surprise. Et puis derrière, les bâtiments. Donc le bâtiment, c'est à la fois le bâtiment lui-même, puis c'est la consommation d'énergie pour le bâtiment. Les déplacements des employés, domicile de travail, et puis les déchets en dernier. Alors après, si on se tourne vers les jeux, on a eu au total 63 jeux qu'on a pu prendre en compte pour faire des statistiques. Ça représente plus de 11 000 tonnes de CO2, donc à peu près 10 fois plus que les locaux tout seuls. C'est pas une surprise, faut pas flipper. Hein. Toutes les entreprises, c'est comme ça. Le scope 3, l'utilisation des produits, c'est généralement ce qu'il y a de plus important. Si vous prenez un pétrolier par exemple, ou un fabricant de voitures, il va y avoir un gros impact de la fabrication évidemment, mais derrière il va y avoir toute l'utilisation des voitures pendant des années, toute l'essence qui est cramée dans la voiture qui est dans l'impact l'impact aval de l'entreprise. Donc c'est normal que le scope 3 et l'utilisation des produits soit beaucoup plus élevé que l'impact de l'entreprise en elle-même. Après, ce qu'on peut voir, c'est sur les jeux qu'on a pu étudier, il y en avait à peu près les 2/3 qui étaient sur PC, un peu moins d'un tiers sur console, 5% sur smartphone et puis 2% sur le cloud. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'est-ce que c'est l'impact moyen d'un jeu selon ma plateforme et puis comment sont répartis les différents impacts. Alors on voit pas la légende en bas, mais en gros vous avez en vert foncé, vous avez les équipements, c'est-à-dire les consoles, les PC, les smartphones sur lesquels les joueurs jouent. En gris, c'est le réseau. Et en vert clair, c'est les data centers. Donc ce qui est intéressant de constater déjà, c'est que jeu PC, jeu console, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment équivalent. Sans surprise, c'est la machine qui a le plus gros impact, notamment parce que, entre autres sur console, une console ça sert qu'à jouer. Donc forcément, l'impact il est que là-dessus. Alors que par exemple, si on prend un jeu mobile, le smartphone il sert à d'autres choses qu'à jouer, donc l'impact de la machine, de l'équipement est plus bas. Sans surprise aussi, un jeu mobile, ça a moins d'impact qu'un jeu PC ou console, notamment parce que ça demande moins de ressources, c'est plus petit, donc il y a moins de choses dedans, ça consomme moins d'énergie aussi. Par contre, le réseau a un plus gros impact, parce qu'on a plus de données à télécharger. Et un jeu cloud gaming, c'est ce qu'il y a de pire. Mais là, encore une fois, c'est pas très surprenant. L'équipement, c'est pas ça qui fait le plus gros de l'impact, parce que justement, c'est tout l'intérêt du cloud, c'est de pouvoir faire tourner des jeux gourmands sur un équipement plus ancien. Mais par contre, évidemment, ça a un gros impact sur le réseau, et ça fait un impact énorme, parce qu'on est obligé de solliciter le réseau en permanence. Là j'avais prévu un retour d'expérience des studios pilotes, mais Guillaume est déjà parti. mais si, t'es là. Super, t'es arrivé entre temps. T'arrives. Voilà, parle-nous un peu de comment c'était et pourquoi t'es venu jouer avec Gyros et comment c'était de l'utiliser. On est sensible à cette question, et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Pourquoi on a fait partie des 26 studios qui étaient pilotes. L'outil est présenté au départ, on va dire, certains aspects un peu rugueux au niveau UX, beaucoup de questions posées, mais en fin de compte, quand même assez positif. Je dirais, et en 1420, 1520, pour cet outil, il y a quand même des passages un peu inappropriés, qui n'étaient pas tout à fait bien tournés dans le bon sens pour nous, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a rempli les deux parties, pour notre studio, le local et pour la partie jeu. Les réponses ont été quand même assez faciles à amener. Ça manque encore d'huile, ça
ça manque encore peut-être de certaines pertinences sur certaines questions, mais c'est possible, il faut prendre du temps pour récolter toutes les données. Voilà, donc ça s'est fait assez rapidement, il faut compter une journée peut-être pour remplir l'enquête mobilité des salariés. Si vous n'avez pas, il faut la faire en amont, donc ça va être le transport, toutes ces choses-là. Si vous avez un parc informatique, j'espère que vous avez un comité qui s'en occupe pour récolter les données. Ça n'a pas été facile pour nous, hein, on a dû se botter les fesses pour y arriver quand même. Voilà, dans l'ensemble, c'est assez facile. Ok, merci beaucoup. Donc oui, évidemment, on a essayé de faire l'outil le plus simple à utiliser possible, mais oui, la récolte des données derrière, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour vous. Donc ça va prendre du temps. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on l'a fait une première fois, on sait ce qu'on doit récolter. On peut mettre en place aussi des indicateurs pour le futur pour faire ça de façon plus simple. Mais c'est sûr que oui, le premier coup, c'est forcément un peu plus compliqué. Et du coup, on passe à la dernière partie. Comment est-ce qu'on peut apprendre à utiliser Gyros? Alors déjà, on peut juste aller sur Gyros et puis jouer avec. Normalement, comme j'ai dit, on a mis suffisamment d'informations pour que ce soit utilisable à peu près directement, sans que ce soit trop compliqué. On a un guide d'utilisation qui est en cours de rédaction que je n'ai pas tout à fait finalisé, mais qui va arriver dans les jours, semaines qui viennent. Et puis surtout, on a prévu des formations. Donc on va vous proposer des formations à Gyros où on va grosso modo va revenir, c'est une formation d'une journée sur laquelle on va revenir déjà sur les enjeux du changement climatique, du bilan carbone, qu'est-ce que c'est un bilan de gaz à effet de serre, à quoi ça sert, quelles sont les différentes normes, je vais parler de bilan carbone, GHG protocole, c'est quoi la différence, dans quel cas il vaut mieux utiliser l'un plutôt que l'autre. Comment on utilise Gyros pour faire ce calcul, quelles sont les données qu'on va aller devoir rechercher, quelles sont les personnes qu'on va devoir solliciter potentiellement pour aller récupérer ces données, où est-ce qu'on les trouve, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait son calcul, comment on analyse les résultats, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'action, comment on prépare un plan d'action, etc. Donc vous pouvez voir qu'il y a déjà un certain nombre de dates, dont le baptême du feu le 6 novembre à Lyon. N'hésitez pas à vous inscrire, surtout que c'est éligible au financement FNE, donc vous pouvez être remboursé en partie sur la formation. Et puis vous pouvez aller voir Maureen qui est derrière, qui peut vous donner plus d'informations sur la formation en question. Et donc maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y, commencez à agir, allez sur www.gyros-jeuxvideo.com et créez-vous un compte, commencez à jouer avec Gyros. Contactez-nous s'il y a des soucis, posez-nous des questions. Moi je suis chez Game Only, donc je suis pas très loin. Et puis on espère que le maximum de gens vont prendre en main Gyros et qu'on va pouvoir aussi vous proposer des statistiques intéressantes sur toute la filière et ensuite pouvoir vous aider aussi à progresser tous ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On a même un deuxième micro. En fait, c'est pas une question tout de suite, mais c'est juste manifester. Alors, je suis arrivé avant, mais bon, je suis bien aussi. Manifester en tout cas vraiment la reconnaissance que ça existe. Juste une petite anecdote, c'est que nous, en fait, on se pose des questions depuis longtemps sur le côté environnement. On avait organisé en 2019 un événement Inktober, en fait, où on essayait de faire des trucs pour les salariés, on avait ramassé des déchets. Collecter d'un rendu, des trucs comme ça. Et en fait, on avait juste venir une conférence où ça parlait vraiment du numérique. Et en fait, on avait Game Impact qui était venu nous voir et qui nous avait fait dresser un portrait catastrophique en fait de vraiment l'impact écologique du jeu vidéo. Et sur le coup, on était un peu tenté de rentrer dans le déni, mais bon, c'est facile, hein, on va dire de rentrer dans le déni, évidemment, on va ramasser des déchets, ça va être bien. On peut voir d'ailleurs que les déchets, c'est vraiment tout important pour nous, pour le jeu vidéo. Et du coup, je suis vraiment content. Merci pour ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pourquoi Gyros? Alors, on a fait énormément de sessions de brainstorming. On a beaucoup réfléchi, on est arrivé nulle part.
parce que c'est pas notre métier de trouver des noms. Donc Mathilde connaissait quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et qui en 24 heures nous a trouvé des noms et on a fait « ouais, Gyros c'est bien ». Alors l'explication derrière Gyros, si je me souviens bien, c'est que Gyros avec un G en grec c'est le cercle, c'est la circularité, donc ça, voilà, l'économie circulaire, tout ça, et on a changé le G en J pour jeu vidéo. Voilà. Et non, c'est pas un sandwich, comme on me l'a fait remarquer plusieurs fois. Oui. Ouais, on a le... Oui, alors quand je suis pas allé dans le détail, mais quand vous rentrez les données pour votre jeu, notamment les données de vente ou d'installation, en fait, vous rentrez aussi des pourcentages de ventes par pays, et donc ça avait un mix énergétique différent selon le pays que vous rentrez. Donc on a un certain nombre de pays qui sont listés. On a aussi... Vous pouvez aussi rentrer, quand c'est un jeu en téléchargement, vous avez toutes les différentes plateformes de téléchargement, sachant que, alors c'est précisé dans Gyros, on n'a pas menti, sur les plateformes pour l'instant on n'a pas de données. Donc que vous rentrez ce que vous voulez, ça ne changera rien malheureusement, parce que voyez, on n'a pas de données, mais il n'y a pas longtemps j'étais à Bordeaux pour le salon Horizon et j'ai été approché par AWS, qui m'a dit « Ouais, mais nous, on a des données qu'on peut vous fournir, donc on va suivre ça de très près. » C'est exactement le genre de choses, le genre de réaction qu'on a envie d'avoir. Voilà. Dès que les gens viennent nous voir, ils disent « Ah, mais nous, on peut vous fournir des données sur nos services. » Et boum, ça rentre dans Gyros. Et puis après, les petits camarades disent « Ah mince, il y a des autres, il faut se fournir des données, pourquoi pas nous ?» On espère avoir un effet d'entraînement comme ça. Oui, alors en fait, donc là, c'est la première brique. Évidemment, on ne va pas s'arrêter juste à un calculateur. Là, on est déjà en train de réfléchir. On nous a très fortement pressé de nous positionner sur une alternative verte 2. On est en train, avec le copil qui a piloté ce projet, de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, et notamment parce que, en fait, on est très conscient aussi que le jeu vidéo, ça a aussi un impact sociétal. Il y a un rôle à jouer du jeu vidéo dans proposer des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits. Et oui, on a très très envie de bosser sur ce projet-là, parce qu'on n'a pas envie que les gens ils fassent leur impact environnemental dans Gyros et ils disent « Ah ben, en fait, on pollue à donf et on va juste arrêter de faire du jeu vidéo. » Non, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, donc on a envie aussi de travailler sur ce domaine et de pousser aussi à s'interroger sur « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour influencer mes joueurs, clairement, quoi. » Donc on sait qu'il y a certaines entreprises qui commencent à le faire. On sait que Microsoft il travaille énormément là-dessus, Ubisoft aussi, donc oui, on a envie d'aller dans cette direction aussi et de promouvoir la positivité du jeu vidéo et pas seulement son impact négatif entre guillemets. Oui, je suis parenthèse, tu parlais des jeux à impact. Il y a des connaissances à nous qui lancent un projet qui s'appelle Trojan. En gros, Cheval de Troie. L'objectif, c'est de créer un fonds, en fait, pour pouvoir investir dans des projets qui ont pour but de sensibiliser, mais en cheval de Troie. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est directement pour l'écologie, c'est un jeu où tu crois que tu manges normal, en fait, en tâche de fond. Et en fait, l'idée de cette société, c'est d'accompagner en fait des boîtes de jeux vidéo à pouvoir intégrer ça dans leur jeu de manière subtile et maligne. Et en même temps, comme on sait tout que ça coûte de l'argent, de pouvoir se financer en fait cette partie-là. Donc si jamais il y a des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à me voir, je me dis en lien. D'accord. Je me dis c'est trop cool de faire ça aussi. La problématique c'est toujours ouais ok j'aimerais bien le faire mais ça coûte de l'argent. Et en fait ils essaient d'amener cette solution aussi. C'est vrai que pour rebondir là-dessus aussi, on a été contacté il n'y a pas très longtemps par quelqu'un de Spark News, c'est ça, qui justement, ils sont en train de travailler sur ce genre de problématique. Donc en fait, ils ont créé un questionnaire. Alors pour l'instant, ils en ont fait un pour l'audiovisuel, ils sont en train de travailler sur un pour le jeu vidéo, pour que les entreprises justement s'interrogent sur leur impact. C'est vraiment un questionnaire. Est-ce que vous mettez ça dedans? Ah ouais, tiens, c'est pas con. Ils ont des ateliers et tout, donc ils sont en train de bosser là-dessus sur le jeu vidéo. Donc on va certainement mettre des passerelles entre Gyros et leur initiative aussi, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui. Merci. Pourquoi le choix de
configuration minimale et pas la configuration commandée. Quand on voit une voiture, on dit qu'elle sera va plutôt s'intéresser à du métrage moyen plutôt que le minimum qu'on va faire. Je sais que ça va pas améliorer l'empreinte, mais par ailleurs, cette empreinte elle est plutôt accréditée aux joueurs plutôt qu'au studio, donc c'est plus pour information. Et voilà. Donc, alors là, je ne... je ne sais plus, je crois qu'on a eu ce débat à un moment, mais je ne sais plus pourquoi on a été... je crois que c'était Pierre Forest qui avait poussé pour ça. J'avoue que je ne me rappelle plus pourquoi on avait finalement décidé de partir sur la configuration minimale et pas la configuration recommandée. Désolé, mais je peux me renseigner et reposer la question pour... J'avais une question sur ouais. le réseau. Quand c'est des réseaux, c'est tout réseau, Wi-Fi, mobile C'est principalement les réseaux de manière globale, enfin, voilà, les câbles réseau, comment ils sont sollicités, toutes les machines qui sont derrière, qui font fonctionner le réseau, etc. Ça, il y a quand même un peu quelques données qui existent sur l'impact. On parlait de CSRD en début de présentation. Est-ce que dans la roadmap, on est prévu d'intégrer tous ces calculs qui vont devoir bientôt être intégrés au-delà du bilan carbone? Une réponse. Si, il est déjà conforme en fait aux exigences CSRD. Ouais. Donc après la roadmap de l'Europe, on va sur l'application. Ouais, sur toute la partie sociale, etc. Ah oui, sur l'ESG, la partie sociale, sociétale et puis différence. Alors ça par contre, on n'y a pas encore réfléchi. Non. Mais oui, il faudrait. Après, est-ce que c'est intégré dans le même outil? Est-ce que c'est de l'outil? Je ne sais pas. Mais effectivement, on est encore en train de travailler. Mais c'est bien de voir dans chaque événement que vous avez déjà plein d'idées, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a encore... Oula, wow. Moi, j'ai une question par rapport au jeu personnalité. Est-ce que c'est au studio qui produit ou est-ce que c'est au studio qui édite qui arrive pour les stats? Parce que si les stats sont ensemble une fois, c'est... En fait, c'est les deux. En fait, quand on fait un bilan carbone, en fait, on regarde vraiment son impact comment on dit, cradle to the grave, donc de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie de votre produit. Donc voilà, normalement c'est les deux. Après, en fait, un bilan carbone, ça n'a pas forcément vocation à aller se recouper avec celui de son voisin. Alors potentiellement dans le futur peut-être, si imaginons que dans le futur on arrive à mettre en place une comptabilité parallèle, une comptabilité carbone en parallèle de la compta classique. Donc là, j'imagine qu'on va plutôt compter l'impact de son entreprise et puis ensuite on pourra donner cet impact à ses clients qui pourront utiliser ça dans leur propre bilan carbone, etc. Mais pour l'instant, vraiment le but d'un bilan carbone, c'est pas de pointer du doigt des mauvais joueurs ou quoi que ce soit. À la base, c'est vraiment un outil pour une entreprise pour se dire ok, quel est mon impact, ou aussi ce que j'aime bien, c'est se dire au-delà de quel est mon impact, combien je pollue, parce que c'est un peu l'idée qu'on a, c'est aussi à quel point je suis dépendant du carbone. C'est-à-dire si demain il y a une taxe carbone qui est mise en place, à quel point je suis dans la merde. À quel point ça va m'impacter, à quel point ça va impacter mon business, parce que c'est ça la vraie question en fait. Oui, il y a une question de oui, à quel point je pollue, mais il y a aussi une question de à quel point je suis sensible à ce genre de choses. Si demain on me coupe, je sais pas, on arrête de me permettre de voyager en avion, à quel point ça m'impacte, ce genre de choses quoi. Si demain il y a
il n'y a plus assez d'électricité pour tout faire, on est obligé de faire des coupures, à quel point ça va m'impacter, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas forcément une démarche de, oui, je vais calculer mon impact et ensuite je vais transférer ça à quelqu'un d'autre qui est responsable ou quoi que ce soit. Je pense que voilà, c'est vraiment plus global que ça. Après, il y a d'autres problématiques évidemment. Il y a la problématique de est-ce que je peux avoir les données. Donc voilà, si je suis édité par tel ou tel éditeur et que mon éditeur ne veut pas forcément me donner les chiffres de vente, bon, là c'est une autre question évidemment. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que plus il y a de personnes qui demandent, plus il y a de personnes qui remplissent ça et qui posent des questions, plus les éditeurs devront être transparents. C'est aussi le but de ce genre de démarche, c'est que ça demande une transparence de tous les acteurs et qu'on espère que les petits ruisseaux feront des rivières et des fleuves et qu'on arrivera à pousser, voilà, encore une fois, à pousser tout le monde dans la même direction. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément l'intérêt fondamental et le but primaire, le premier, mais en fait, il y a des informations qui peuvent être extraites et qui pourraient intéresser le grand public. Par exemple, moi j'aimerais bien savoir si c'est plus intéressant d'un point de vue écologique de prendre le support physique ou de prendre la version téléchargeable. Bon, sachant que le support physique, normalement, il y aura une mise à jour qui peut faire la même taille que le support physique assez rapidement, mais bon. Et voilà, de même, est-ce qu'il vaut mieux prendre le jeu sur une console ou sur ordinateur, etc. Ce genre de données, c'est pas forcément typiquement la priorité de construction, mais peut-être que ça pourrait aussi avoir peut-être contribuer à la crédibilité du jeu vidéo dans un contexte où tout le monde va penser à regarder ce qui se passe. Alors clairement, c'est quelque chose auquel on a pensé. Quand je disais qu'on voulait pouvoir faire des statistiques nationales, évidemment, c'est des statistiques à destination de la filière, mais aussi des statistiques à portée plus globale. Il y a déjà quelques thèses qui existent sur le sujet de support physique versus contre support dématérialisé, etc. Mais oui, on espère bien qu'on pourra apporter notre pierre à l'édifice de la recherche aussi de manière plus globale. Et voilà, puis et potentiellement dans le futur créer peut-être un label sur les jeux pour les gens qui ont envie d'utiliser ce genre de choses. On peut imaginer plein de choses. Oui, Mathilde, tu voulais rajouter Là-dessus, on aimerait bien contribuer à faire un espèce de Nutri-Score de jeux vidéo. À la fois quand j'achète un jeu vidéo dans un magasin ou quand j'achète en ligne, qui est un truc de la BCDEF, je puisse me dire en tant que consommateur, celui-là il est plus de que tu l'as coûté. De la même manière que sur une console, un PC ou un jeu, ça ne se passe pas. Mais là, on met le doigt en fait dans un truc qui est très politique et qui nous dépasse un peu. Donc, comme disait Geoffrey, l'objectif c'est un effet d'entraînement, à force qu'il y ait des gens qui utilisent cet outil, qui posent des questions. Parce qu'on parle la plupart des gens qui ne sont pas en France, ils ne sont pas beaucoup en Europe, donc la législation européenne, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant. Donc, après, on est conscient de la chose, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir non plus d'imposer à ces gens-là de mettre des notes sur les jeux. Est-ce que l'outil a pour but d'avoir une portée européenne, d'avoir une présence européenne? La question, c'est est-ce que l'outil est en anglais? Est-ce qu'il y a un multiple usage dans la société? C'est par exemple chez Monaco, on a différents filiales. Et donc, du coup, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs inputers avec un validateur? Genre le site. Alors, pour l'instant, l'outil n'est pas en anglais, mais on a, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup discuté avec notamment Video Games Europe et avec Playing for the Planet. La semaine prochaine, on a un membre du COPIL qui va dîner avec les gens de Playing for the Planet pour justement pousser. Donc ouais, on est en train de voir comment on peut débloquer un budget pour traduire l'outil en anglais très rapidement. Parce que c'est vrai qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a un engouement pour l'instant, donc oui, on aimerait bien qu'il y ait une portée internationale. On a déjà mis en place certaines choses, donc par exemple sur tous les locaux, on a aussi les mix électriques différents selon les pays pour prendre en compte
voilà, les mix électriques locaux. Pour ce qui est de partager, validateur, etc., c'est ce que je montrais au début. On a une fonction partagée où on peut en fait envoyer une invitation à quelqu'un d'autre pour remplir. Donc on peut avoir une personne qui centralise, qui crée tous les locaux et qui après envoie des invitations aux gens pour aller remplir chacun leur local. Donc ouais, ça c'est déjà prévu dans l'outil, donc c'est déjà fonctionnel. Je crois qu'il y avait personne derrière, tu n'avais pas une question tout à l'heure? Non. Ok. Oui. Alors, première question, est-ce qu'il y a une roadmap pour la suite? Et en fait, lié à ça, je me pose la question, est-ce qu'il y aurait l'idée d'avoir quelque chose de communautaire, typiquement de l'échange de recommandations entre entreprises pour le moment de sécurité vidéo? Parce que je prends un cas concret. Moi, typiquement, chez OLG, je vais faire en sorte d'améliorer notre impact côté déplacement. On a vu, c'est un petit morceau. J'ai déjà des pistes de réflexion comme ça, et je me demande si c'est quelque chose où ensuite on va pouvoir partager ça avec potentiellement les autres acteurs. Alors, on a une roadmap. Après, on n'a pas une roadmap extrêmement définie pour le moment. On a plus des idées de où on veut aller. On est en train justement de regarder avec le copil pour mettre ces idées sous forme un peu plus précise et un peu plus datée. Oui, clairement, on aimerait qu'il y ait un aspect communautaire, comme on l'a dit. On a réussi à réunir tout le monde. Donc, clairement, on a très très envie que les gens puissent discuter, partager, et s'entraider. Là, on a déjà un Slack qui est accessible au studio pilote, donc je pense que bientôt on va l'étendre à tout utilisateur Gyros qui veut se connecter. Et on espère qu'on va pouvoir, justement, ce sera déjà un début de plateforme d'échange. Ce qu'on a prévu aussi, je crois pas que j'en ai parlé, c'est qu'on veut faire un guide de bonne pratique. Là, on a des pistes d'action, mais on veut aller vraiment un peu plus loin. Alors, ça va prendre un peu de temps, hein. Ça ne sera pas avant l'année prochaine, mais voilà, on espère pouvoir vous proposer un document dans ce genre-là. Sachant que si vous êtes un peu impatient, il y a un document qui a été créé par EcoProd il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le guide de l'animation responsable. C'est pour le secteur de l'animation, mais il y a quand même beaucoup de ponts entre vos deux secteurs, notamment au niveau des structures d'entreprise, de ce qu'il y a dans vos entreprises. Donc je vous encourage à aller voir ce guide. Il est très bien fait, c'est un gros document, mais c'est fait par thématique, avec des fiches thématiques d'une ou deux pages, donc c'est pas indigeste, vous pouvez aller juste à l'endroit qui vous intéresse et puis regarder ce qu'il vous propose. Donc clairement on a envie de faire un document dans ce genre-là aussi. Ça va prendre un peu de travail, puis on est en train de discuter justement avec des gens comme EcoProd pour potentiellement reprendre une grosse partie de leur document et puis l'adapter à notre sauce. Oui, Mathilde. Désolé. La fille du couloir. Dans les next steps aussi, déjà dans le dossier dans le cadre des engagements de l'État, effectivement, la première étape, c'est que les studios qui se mettent dans le dossier, qui fassent leur bilan pour qu'on puisse avoir la donnée, et surtout qu'on puisse recueillir un maximum de bonnes pratiques. Donc, effectivement, l'aspect communautaire est hyper important et on espère que les gens vont participer. Déjà, les studios pilotes et puis tous ceux qui vont rejoindre la communauté. Qu'on puisse produire un outil, avec de bonnes pratiques, plutôt, je pense qu'il faut quand même quelques mois pour laisser les gens pour le faire. Dans la roadmap aussi, je l'avais dit au mais quand même important, le Green Gamecorp de 2024. Ah oui. Oui, parce que le Gamecorp de l'année prochaine sera teinté de vert. On est en train de travailler sur la programmation et faire en sorte qu'il y ait un maximum de retours terrain de studios, notamment sur la partie tech, sur l'optimisation du code, la génération des images, etc. Et puis, si on se projette encore après, vu qu'on est, tu l'as bien dit Geoffrey, il faut vraiment le marteler parce que je pense que c'est hyper important, mais la première filière au monde à faire ça en fait. On a benchmarké, il n'y a aucune filière industrielle, mais pas que, qui a réussi à se mettre d'accord pour faire un truc tous ensemble. Donc c'est hyper important de le souligner et on voudrait surfer aussi sur cette bonne vibe pour pourquoi pas l'année prochaine se mettre d'accord sur une trajectoire en fait. Puisqu'une fois qu'on aura réussi à avoir un certain nombre de data sur la filière, on sait que les ETI a des trajectoires pour rester à
réchauffement de moins de 2 degrés. Et une fois qu'on a dit ça, en tant que filière, est-ce qu'on ne peut pas se poser une trajectoire de réduction? Je ne sais pas s'il y a certaines grosses filières comme le ciment, tout genre qui fait des classiques, mais c'est aléatoire pour tout le monde. S'il n'y a pas de trucs, mais bon, il y en a c'est moins 4% par an, il y en a ça va être moins 10. Et nous, le jeu vidéo, combien c'est de réduction par an? Donc d'avoir une trajectoire filière, de se dire qu'en tant que studio, je sais que pour atteindre mon objectif de neutralité carbone 2050, je dois réduire de chaque année de 2 ou 3% mon empreinte carbone. Et ça, si on arrive à avoir cette trajectoire, ce sera un bon baromètre, je pense, pour tout le monde. Mais pour l'instant, c'est encore une petite. J'espère qu'on arrive à faire. Petite question, du coup, on disait qu'il fallait maintenant que les studios s'y approprient et qu'on commence à leur donner dedans des enseignements. Mais sur les studios pilotes, ceux qui ont commencé à remplir, c'est quoi les principaux enseignements qu'on voit qui en ressort? On parlait un peu des premiers postes de dépenses carbone, des déplacements, est-ce qu'on voit d'autres choses, et voilà, un peu les principaux enseignements des premières données qui ont été renseignées là-dedans? En fait, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure sur. Voilà, enfin c'est ce que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure sur où est-ce qu'étaient les principaux postes d'émission, l'impact des types de jeux. Après, il y avait un peu plus de données, mais c'était pas forcément. C'était un peu plus précis, mais c'était pas forcément beaucoup plus pertinent. Voilà, donc si on n'a pas. Enfin après, voilà aussi, ça dépend des entreprises. Un des enseignements, c'est que si c'est un studio qui est en 100% en télétravail, évidemment, il y a un impact beaucoup plus bas. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'enseignements qui sont vraiment personnels à chaque studio. Pour reprendre l'exemple de Dog Skull Games, tout à l'heure, on disait que on était à 17, je sais plus de 17% pour les transports. Vous êtes un peu plus élevé là-dessus. Donc, c'est aussi un peu. Il y a des grandes tendances que je vous ai montrées tout à l'heure. Après, il y a évidemment toujours des variations selon les typologies d'entreprises et les types de studios. Donc voilà. Enfin, au-delà des quelques statistiques qu'on a pu vous présenter, pour l'instant, on n'a pas encore plus. Mais... Donc la question est gratuite. Vous allez alimenter cette roadmap dans le temps, sécuriser les ressources, surtout par les subventions du CEL, etc. Ou comment, quel est le business model quoi? Parce que lui c'est un SaaS, ouais. Voilà, la roadmap est super importante. C'est exactement les questions qu'on se pose en ce moment. Donc là, pour jusqu'en 2026, c'est financé par les fonds qu'on a eu du gouvernement. Mais oui, on est en train de se poser exactement ce genre de questions pour le moment. On va avoir des réunions très très bientôt pour en discuter avec tous les acteurs, les membres du COPIL, les membres du COTEC, etc. pour voir comment on peut faire ça. Comment on peut aussi sortir Gyros de l'égide de Game Only. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un projet porté par Game Only, mais comme on n'arrête pas de le dire, c'est un projet national, donc on veut pas on est très fiers d'avoir pensé ce projet chez Game Only, mais on veut pas que on veut pas que les gens se disent c'est le calculateur de Game Only. Non, c'est le calculateur du jeu vidéo français, voire européen. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est vraiment, clairement, c'est des questions qu'on se pose en ce moment. On est prêt à écouter toutes les idées aussi. Voilà, c'est un calculateur pour la filière. Donc, si vous avez des idées de comment on pourrait, quel business model on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on pourrait faire, on est tout à fait preneur. Même si on a quelques pistes évidemment. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en cours de réflexion. Là, on a créé l'outil, il est assuré pour plusieurs années, mais oui, à terme, clairement, il faut qu'on bouge plus loin que ça et qu'on assure ne serait-ce que l'hébergement, les mises à jour, etc., l'accès aux bases de données. Donc, c'est une bonne question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Mais on y réfléchit très fort. Ouais, on a vu comme ça a bien marché. Je voulais savoir,
j'étais pas au début, mais est-ce que dans les premiers échanges, dans les premières analyses, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les studios qui sont en télétravail et ceux qui le sont moins? Est-ce que ça s'est dégagé dans votre analyse? Je ne sais pas si ça a été donné. Alors je sais pas si... enfin on n'a pas le détail exactement des studios qui avaient fini de remplir au moment de l'analyse, donc on sait que télétravail, il y a un impact moindre. Après, si je me souviens bien, il y avait une slide d'Iker qui nous montrait l'impact selon la taille de studio. Et en fait, si je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, un petit studio a moins d'impact, mais en fait c'est assez marginal. Il me semble que c'était à peu près équivalent par employé, hein, parce que c'est le seul truc qu'on peut comparer. Évidemment, en termes d'impact global, forcément un petit studio va avoir beaucoup moins d'impact qu'un gros studio, mais en termes d'impact par employé, c'était à peu près équivalent. Il n'y avait pas énormément de différence entre les tailles de studio en fait. Sauf si on est un studio énorme comme Ubisoft par exemple. Oui, je sais, mais je sais pas là. J'ai pas le détail à ce niveau-là. Donc, du coup, la seule chose que je peux dire, c'est sur la taille, mais en termes de télétravail, non, on n'a pas le détail. Non. Ouais, bah ça c'est quelque chose qu'on aimerait faire dans le futur, mais pour l'instant, voilà, on a des statistiques sur 15 studios, c'est quand même pas suffisant. Mais oui, dans le futur, on espère bien avoir, voilà, pouvoir faire des statistiques un peu plus sur un échantillon plus large, et ensuite pouvoir réinjecter ça dans Gyros pour que les gens puissent, oui, se comparer et puis dire, ok, je suis dans la moyenne, je suis au-dessus, je suis en dessous, à quel point il faut que je fasse des efforts, mais.